Alors aujourd'hui, je vous invite à rêver un peu en évoquant les chemins qui mènent vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments dans la vie où on aime bien rester chez soi, s'enfermer, bref, se confiner. Mais quelquefois, on a aussi envie de grands espaces, de découvrir d'autres horizons. Et c'est à cela que je vous invite aujourd'hui en vous parlant de ce pèlerinage touristique vers l'Espagne. Il existe en fait 4 chemins qui mènent vers Compostelle. Ce sont des chemins historiques, puisque tout cela remonte au Moyen-Âge. Le premier part d'Arles, c'est un chemin qui traverse donc le sud de la France, par lequel transitent les touristes venus d'Italie ou les pèlerins venus d'Italie. Un deuxième chemin qui part du Puy en Auvergne, qui traverse les Cévennes entre autres. Un troisième chemin que l'on appelle, je ne sais pas pourquoi, le chemin de Limoges, mais qui en fait part de Vézelay, donc de la Bourgogne. Et puis, miracle, le Cateau se trouve sur le quatrième de ces chemins que l'on appelle le chemin de Tours, parce qu'il passe par Tours, mais en fait, le point de départ réel, c'est Paris, la Tour Saint-Jacques, et c'est le chemin qui draine les pèlerins venus de Belgique, d'Allemagne et d'Europe du Nord. Au Cateau, vous le remarquerez, il est concrétisé par des coquilles plantées des coquilles en métal jaune, plantées dans les trottoirs et qui balisent le chemin que l'on appelle le GR à 655. GR comme grande randonnée, 655, c'est son petit nom, c'est son chiffre. Il y en a beaucoup de chemins qui traversent la France. Nous sommes plus précisément sur donc, ce chemin, il vient de Belgique, il va vers Paris, ensuite il se dirige vers Tours et puis les Pyrénées, nous en reparlerons. Bref, un parcours de plus de 2000 km et évidemment un parcours de 2000 km en gros qui demande 2 ou 3 mois de marche à raison de 20 à 30 km par jour, il faut quand même s'entraîner un peu. Ce chemin est divisé en étapes et le Cateau se trouve sur l'étape, alors on fait les étapes comme on veut, mais l'étape qui a été balisée pour la région du Cateau, elle part de Landrecies et elle se dirige vers Saint-Souplé. Donc Landrecies, le point de départ, c'est l'écluse du canal. Ensuite, on longe le chemin de halage jusqu'à Ors. À Ors, le village où est enterré le poète anglais Wilfred Owen. De là, on longe, il y a un sentier qui longe la lisière du Bois-l'Évêque. Et ensuite, on se retrouve sur le chemin qui longe on appelle le chemin du Moulin Jean-Jacques, qui traverse à Gay le ruisseau de Richemont et qui se dirige vers le Cateau par la route du Pomereuil. Ensuite, au Cateau, on contourne la Bassale, on longe la rivière par la rue des Digues, et ensuite, par le chemin la route des Essarts, on se dirige vers le viaduc de Samenin, Saint-Souplé, et puis au-delà, Saint-Martin-Rivière. Et là, on arrive aux confins du département du Nord et à l'entrée de la région Picardie. On part donc vers d'autres horizons.
On est là aussi tout près des sources de la Selle. La Selle prend sa source à Molin, tout près de Saint-Martin-Rivière. Et à Saint-Martin-Rivière se trouve le premier des très nombreux moulins qui jalonnaient autrefois la Selle. La Selle mesure à peu près 52 km de long et tout au long des siècles, on y a trouvé une quarantaine, une cinquantaine de moulins à eau. Le moulin de Saint-Martin-Rivière, qui sert aussi de refuge pour les oiseaux migrateurs, c'est une réserve ornithologique. Ce moulin date de 1682. Vous voyez qu'il en a vu passer quelques siècles. Le signe de ralliement pour les pèlerins, quand on est pèlerin ou touriste pour aller à Compostelle, eh bien on s'équipe d'une coquille que en fait on est censé avoir ramassée à l'arrivée sur la plage en Espagne. Et on part donc, nous voici donc partis vers le sud, vers les Pyrénées.
On va donc traverser rapidement la France. Nous en parlerons après, plus précisément de l'itinéraire. Et nous voici arrivés au pied des Pyrénées. Alors pour traverser les Pyrénées, eh bien, on se retrouve à la frontière espagnole, au village de Roncevaux. Vous savez, Roncevaux, tout le monde a appris l'anecdote, hein, c'est le village où Roland, le neveu de Charlemagne, a brisé son épée Durandal. Tout cela, c'est en l'année 778, donc il y a quelques siècles. Pour arriver là, il faut quand même monter jusqu'à 1450 mètres d'altitude. Et quand on est à Roncevaux, on peut croire que le voyage est terminé. Non, il reste encore environ 780 km de chemin pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à travers les plateaux de l'Espagne. En été, c'est la canicule assurée. Les chemins de Compostelle ont été classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité en 1998, ce qui leur a conféré une nouvelle célébrité. Il faut savoir que chaque année, plus ou moins, selon la saison, selon les modes, plusieurs dizaines de milliers de pèlerins, quelquefois par centaines de milliers, traversent l'Europe en direction de Compostelle. Il faut dire que c'est un chemin qui est très bien balisé, on ne peut pas s'y perdre. Il y a surtout à partir du sud de la France, on trouve énormément de lieux d'hébergement et des boutiques pour se ravitailler. Et donc, c'est un parcours qui n'ouvre pas trop l'aventure. Donc le 25 juillet, c'est la fête de la Saint-Jacques. Alors c'est le jour où, si tout va bien, le maximum de pèlerins arrivent à Compostelle. C'est un itinéraire religieux, mais aussi culturel ou simplement touristique. Donc je le disais tout à l'heure, on trouve de nombreux lieux d'hébergement, il existe de nombreuses cartes, on ne peut pas se perdre, et puis beaucoup de boutiques pour remplir le sac à dos. Comment reconnaît-on un pèlerin de Compostelle, et pas simplement un touriste qui se promène dans la campagne? Eh bien, les vrais pèlerins de Compostelle sont équipés de ce que l'on appelle un crédential, c'est-à-dire une sorte de grand album des grandes feuilles pliées en accordéon, où à chaque étape, eh bien, on fait tamponner par la mairie, par la paroisse, par un commerçant, on fait tamponner comme une carte d'abonnement, son crédential pour montrer que l'on est bien un pèlerin et que l'on avance jour après jour vers le but du voyage. Ce voyage est balisé, on le voit aussi au Cateau, mais on le voit aussi dans les campagnes, par des traces de peinture blanche et rouge, un trait blanc, un trait rouge superposé, qui indiquent que l'on est bien sur le bon sentier de grande randonnée. De nos jours, ce sont souvent, essentiellement des touristes ou des jeunes, des associations qui font le voyage. En général, c'est un voyage d'agrément, quoique il n'est pas sans difficulté. Mais il faut savoir qu'autrefois, à l'époque où il n'y avait ni balisage ni route goudronnée, c'était un chemin extrêmement pénible et qui était aussi arpenté par des pèlerins qui n'avaient rien de volontaire. Quand des criminels ou des délinquants étaient condamnés par la justice de l'époque, on remonte au Moyen-Âge, eh bien ils avaient le choix soit entre aller passer quelque temps en prison ou partir faire ce pèlerinage jusqu'à Compostelle. Donc ça leur prenait 2 ou 3 mois. C'était une sorte de réhabilitation dont la réalité était attestée justement par ce crédential, cette sorte de fiche indiquant le parcours et indiquant la réalité de ce pèlerinage. Un autre accessoire des pèlerins, c'est le bourdon, un gros bâton qui sert à s'appuyer quand on est fatigué et accessoirement à chasser les chiens, puisque malheureusement autrefois les chiens plus ou moins enragés étaient nombreux sur ce chemin qui n'est pas sans danger, nous le verrons. Mais si tout va bien, vous arrivez au terme du voyage dans l'immense cathédrale de Compostelle, construite au XIIIe siècle. Et pourquoi Compostelle? Quelle est l'histoire de Saint-Jacques de Compostelle? Eh bien, il faut savoir que Saint-Jacques, enfin Jacques d'abord, était un disciple du Christ, donc tout cela se passe il y a environ 2000 ans. Et puis, à la mort du Christ, eh bien, il est envoyé pour évangéliser l'Espagne. Rude tâche, parce que les Espagnols étaient à l'époque particulièrement païens,
moyen. Et Jacques a beau être un bon prédicateur, tout à fait enthousiaste, eh bien, il se casse les dents, il n'arrive pas à évangéliser grand monde, et tout à fait déçu, eh bien, il se dirige vers Jérusalem, la tête basse, en se disant qu'il n'est bon à rien, sauf qu'arrivé à Jérusalem, eh bien, les autorités romaines le condamnent à mort pour prosélytisme chrétien. On lui coupe la tête et ses amis vont mettre la tête et le corps de Jacques, qui va bientôt devenir Saint Jacques, dans une barque qui part à la dérive sur la Méditerranée, et 7 jours après, elle arrive miraculeusement, car c'est un vrai miracle. La barque arrive avec le corps et la tête de Saint Jacques sur une plage auprès du Cap Finistère en Espagne, tout près de là où on va construire la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà une belle histoire. Et c'est depuis, donc tout cela se passe, on est aux environs de l'année 40-50 après Jésus-Christ. Donc c'était il y a en gros 2000 ans. Ce parcours n'est pas sans danger. Le premier danger, je le disais tout à l'heure, ce sont les bêtes sauvages, quelquefois les chiens enragés et quelquefois dans d'autres régions, les loups. Il faut savoir que par exemple dans les années 1764-65, dans le Gévaudan, donc au sud du chemin du Puy, dans les Cévennes, sévissaient une ou plusieurs bêtes sauvages, on ne sait pas très bien, c'est sans doute des loups, qui mangeaient bergers, bergères et pèlerins et autres, tout ce qui leur tombait sous la dent. On avait aussi évidemment de nombreux brigands que l'on appelait les coquillards. Ils étaient déguisés en modestes pèlerins, mais en fait leur principal travail c'était de faire les poches aux pèlerins trop naïfs qui leur avaient fait confiance à l'étape. Et un autre danger tout bête, c'est les ampoules aux pieds qui n'ont rien de dramatique mais qui sont tout de même un sacré problème pour qui veut marcher 20 à 30 km par jour, surtout dans des contrées où il fait très chaud. En général, le pèlerinage, la période la plus propice, c'est le printemps ou l'automne. Il faut savoir que l'hiver, eh bien, les Pyrénées sont inaccessibles et en été, les plateaux espagnols sont insupportables. La température il monte à 40-50 degrés sur des plateaux céréaliers où on ne trouve aucune ombre du début à la fin du voyage. Je le disais tout à l'heure, donc c'est un parcours à la fois religieux, spirituel, mais tout simplement touristique. On découvre le long du parcours d'innombrables monuments, des cloîtres, des églises, des villages pittoresques. Et pour revenir plus précisément à notre chemin de Tours, sur lequel se trouve le Cateau, le GR 655, en détail, donc il vient de Belgique, les pèlerins ou les touristes rentrent en France par la région de Maubeuge, ils suivent le canal de la Sambre, on arrive à Maroilles, Landrecies, et de là on se dirige vers le Cateau, et après on entre en Picardie, donc on se dirige vers Bohain, l'autre pays de Matisse, Saint-Quentin, où se rejoignent d'autres chemins qui viennent de Valenciennes, Cambrai, des Flandres, etc. Et ensuite, on part vers Compiègne, Senlis, en Picardie, Senlis où le poète Gérard de Nerval, il y a à peu près 2 siècles, dans son enfance, admirait le paysage et quand il regardait par-dessus les haies vers le nord, eh bien, il voyait des plaines sans fin qui confinaient à l'horizon. En fait, il avait découvert le pays des Ch'tis, mais c'était il y a 200 ans et Gérard de Nerval ne le savait pas. Ça ne l'a pas empêché d'écrire de très jolies poésies. Ensuite, on se dirige vers Paris. Alors à Paris se trouve la tour Saint-Jacques, au bord de la Seine, pas très loin des théâtres du Châtelet et du théâtre de la Ville. Et autrefois, c'était au pied de la tour Saint-Jacques que se rassemblaient les pèlerins avant de partir vers le sud, vers Tours ou éventuellement Orléans, car tous les chemins mènent à Rome, et éventuellement à Compostelle si on ne se perd pas. Donc ensuite, Tours, Poitiers, on arrive à Bordeaux, où il faut franchir la Gironde, la Garonne, et puis les Landes, l'interminable traversée des Landes. On arrive au pied des Pyrénées par la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, et là, les difficultés commencent. Il faut franchir les Pyrénées, étape dangereuse quand il y a du brouillard, de la neige, du mauvais temps.
Pour ce qui est de plus précisément la région du Cateau, eh bien, on traversera le Vermandois, un pays, le pays de Matisse, je le disais tout à l'heure, c'est aussi un pays d'éoliennes, elles y sont sans nombre. Et pas très loin de là se trouve la forêt d'Andinis, que l'on appelle aussi le bois de Mennevré, la forêt de Wassigny, qui procure aussi d'autres chemins très paisibles. Vous l'avez vu, une aventure qui peut tout simplement se limiter à quelques promenades dans la région du Cateau. Cela permet d'apprécier un retour à la nature. On prend le temps de vivre et de découvrir les nouveaux horizons qui ne se limitent pas au chemin de Compostelle, mais qui peuvent aussi vous emmener vers bien d'autres lieux d'aventure.